Dans le podcast AWS en français, aujourd'hui, on parle de Bref, un framework pour déployer vos applis PHP dans une fonction lambda. Bonjour, merci d'être là dans le podcast AWS en français. Merci de vous abonner, d'être de plus en plus nombreux à le faire chaque semaine dans les différentes applications et plateformes où vous pouvez nous écouter, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music et j'ai l'habitude de dire toutes les bonnes applications de podcast. Laissez-nous des petits pouces vers le haut, des petites étoiles en fonction des applications et vos feedbacks également sur Twitter, LinkedIn. Vous trouverez les liens de tout ça dans les notes du podcast. Si vous descendez un peu dans votre appli, vous pouvez faire ça. Dites-nous de quoi vous avez envie qu'on parle les prochaines fois. Aujourd'hui, on va parler développeur PHP, puisque j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Napoli, qui est AWS Hero, consultant également. Et Mathieu, il y a quelques années, tu as développé un framework, je l'ai dit dans l'intro, qui permet de déployer des applications PHP dans Lambda. On ne va pas présenter Lambda, j'assume que vous connaissez, ce sont des fonctions à ce service, vous déployez juste votre code et ça tourne. Lambda supporte plein de langages de programmation, Java, Python, Node.js, Rust, Go de tête, je ne peux pas vous faire toute la liste, mais pas PHP. Donc, qu'est-ce que tu as vu quand PHP n'était pas là? Qu'est-ce que tu as fait? Un petit peu de frustration et un petit peu d'excitation aussi de se dire « Oh là là, il y a tout à faire, c'est intéressant ». Et donc, c'est un peu de là qu'est né Bref. Comment est-ce qu'on fait tourner PHP dans Lambda? Et même au-delà, comment est-ce qu'on va faire tourner des applications un peu plus larges, comme du Symfony, comme du Laravel, sur Lambda, et profiter un petit peu de tout ce que Serverless fournit. Symfony et Laravel, pour ceux qui ne sont pas des développeurs dans l'écosystème PHP, ce sont des frameworks web équivalents à Django en Python, à Express en Node.js, donc qui permettent de router des appels HTTP vers du code et de répondre. Globalement, c'est ça? Oui, exactement. Non, tu fais bien de préciser. Et c'est vrai que j'en parle généralement très vite, parce que quand on fait du PHP, on va avoir un peu un tiers de personnes qui vont faire du PHP avec leur framework qu'ils ont fait eux-mêmes, un tiers qui vont travailler avec du Symfony, un tiers qui travaille avec du Laravel. Et donc, c'est une question qui revient souvent. Avec Bref, alors c'est un framework pour faire du PHP sur Lambda, mais est-ce que ça marche avec Symfony? Est-ce que ça marche avec Laravel? Est-ce que ça marche avec mes applications PHP? La réponse est oui. Ce avec quoi ça ne marche pas, pour clarifier, ça va être par exemple WordPress. Alors, il y en a qui le font, mais c'est un peu compliqué. Quand on fait tourner WordPress dans une fonction Lambda? Oui, il y en a qui le font, absolument. Avec Bref ou avec une runtime du même type un peu personnalisée. Et c'est vrai que WordPress n'est pas tout à fait fait pour faire des applications distribuées de ce genre-là. Donc, on va dire qu'il y a des petits challenges. Alors moi, je m'en tiens un petit peu à distance, que c'est beaucoup de travail, je crois. Alors, à qui ça s'adresse? Évidemment aux développeurs PHP, mais pourquoi si je suis développeur PHP, je voudrais déployer sur AWS Lambda? Alors, pour moi, il y a deux grosses valeurs ajoutées, deux gros objectifs qui sont parfois des besoins sur des équipes différentes. La première, ça va être pouvoir scaler son application en PHP plus facilement. Avec le modèle d'exécution de Lambda, on déploie l'application qu'avant, je sais pas, on avait sur un serveur, par exemple, où on avait sur des conteneurs et on devait gérer un petit peu la scalabilité, on devait peut-être configurer plusieurs serveurs et gérer tout ça. Sur Lambda, ça va se faire un peu de manière automatique. C'est pas magique sur tous les aspects, mais on va dire que ça résout beaucoup de problèmes de scalabilité. Et le deuxième aspect, pour moi quasiment aussi important, c'est la simplicité pour la gestion de son application. Encore une fois, au lieu de configurer un serveur, de bien choisir la RAM et le nombre de CPU qui va bien, et de configurer un petit peu même tous les déploiements, en se tournant vers Bref, même si on n'a pas des énormes besoins de scalabilité, on va avoir une infrastructure, un hébergement qui va être parfois simplifié, quoi. En tout cas, c'est l'objectif. Donc, selon les équipes, les besoins, les gens vont venir vers Bref pour de la scalabilité ou pour une infrastructure simplifiée. Alors j'avoue que j'ai pas regardé Bref, donc je garde un œil naïf et j'ai peut-être des questions naïves aussi à te poser. Mais il y a des frameworks qui se jouent au niveau du code. Je dois ajouter quelque chose dans mon code, hérité de classe. Enfin voilà, est-ce que c'est de cette catégorie-là de framework qu'on parle? Il y a aussi des frameworks, et les deux sont pas exclusifs, ça peut être les deux, qui fournissent aussi des outils en ligne de commande qui vont m'aider à bootstrapper mon projet, à déployer le projet sur Lambda, etc. Comment j'utilise Bref si je suis un développeur PHP? C'est une excellente question, et en fait cette question que tu poses, je me la pose exactement en ce moment, et même en fait tous les mois, parce que je refais le site web où j'en parle à droite à gauche, et je n'ai pas encore de mots parfaits pour expliquer ce qu'est Bref. En gros, j'hésite entre framework et toolchain, ou une suite d'outils, parce qu'effectivement c'est pas le genre de framework un peu comme Laravel ou Symfony ou Django ou Express où on va avoir du code qu'on va utiliser dans notre application, même s'il y a
de l'outillage sous forme de code, mais c'est pas non plus juste un outil en ligne de commande. Et donc en fait, pour moi, bref, c'est une combinaison de 3 choses. Ça va être déjà la documentation. C'est-à-dire que je suis développeur ou développeuse PHP et je ne sais pas du tout par où commencer pour me tourner vers du lambda. Et ben, il va y avoir une documentation centralisée qui me prend de A à Z et qui m'explique comment faire une application serverless sur AWS. La documentation, mine de rien, c'est pas du code, mais c'est un aspect important. La deuxième chose, ça va être tout l'outillage de déploiement. Et donc là, en gros, concrètement, si je veux démarrer avec Bref, je crée un fichier YAML où je vais dire je veux déployer une fonction lambda, donc c'est mon application, et mon code est situé dans tel dossier, et je veux, j'en sais rien, aller dans telle région AWS, etc., etc. Donc ce fichier YAML avec une ligne de commande qui permet de faire deploy, et hop, ça déploie tout ça dans notre compte. Donc je ne dois pas connaître la console AWS, les API, enfin en tout cas pas pour commencer. Exactement, ouais. Donc cet aspect outillage vraiment pur. Et le troisième aspect que Bref fournit, mais on voit que c'est des aspects différents, mais troisième, c'est les intégrations avec les frameworks. Et par exemple, si je fais du Symfony ou que je fais du Laravel, si je déploie ça sur Amazon Lambda, je vais vouloir que, par exemple, mes sessions qui sont gérées par Laravel ou par Symfony, elles ne soient pas gérées sur le disque dur, parce que Lambda va scaler de telle sorte que le disque dur va être répliqué dans chaque instance et il ne va pas être partagé entre les instances. Donc si mes sessions sont stockées dans un dossier temporaire sur une Lambda, ça va pas marcher en gros. Il y a plein de choses plein de petits détails, les logs, les sessions, la connexion à la base de données, il y a plein de petits détails comme ça qu'il faut préconfigurer dans son framework, qu'on pourrait faire à la main, hein, mais voilà. Bref, fournit le package qui va préconfigurer le framework pour que ça marche quasiment tout seul. Et donc concrètement, ça veut dire rediriger les logs vers CloudWatch, rediriger la gestion de session vers un espace de stockage partagé entre toutes les fonctions lambda, etc. Oui, exactement. D'accord. Et alors, il y a un aspect que j'ai un peu pas dit, là, complètement masqué, qui est presque la partie de code la plus importante de Bref, mais la moins visible pour les utilisateurs. C'est la runtime, et je pense qu'on va en parler plus en détail. Hein. Et vraiment, la runtime, c'est ma question suivante, ça. Voilà, pour faire tourner PHP sur Lambda. Mais ça, c'est presque automatique, on ne le voit presque pas en tant qu'utilisateur. Alors, transition parfaite, parce que effectivement c'était le truc auquel j'allais m'attaquer après, c'était ma question suivante, c'est Lambda a un modèle de programmation où on déclare une fonction et cette fonction est appelée par le runtime de Lambda. Donc le runtime de Lambda, c'est un process fourni par AWS la plupart du temps qui va chercher sur le service AWS Lambda les événements à traiter. Ça peut être un appel d'API, un message qui arrive dans une queue, etc. et qui passe cet événement à la fonction que moi, développeur, j'ai écrit. Les frameworks dont tu as parlé, ils fonctionnent différemment. En général, soit ils ont leur listener HTTP inclus, soit ils fonctionnent derrière un listener HTTP, mais eux, ils s'attendent à recevoir des requêtes HTTP avec des queries param, avec des headers, etc. C'est très différent comme modèle d'invocation. Donc, comment tu fais tourner une application Symfony ou Laravel dans une fonction lambda ? Oui, exactement. Et ça, c'est un peu le côté intégration framework, on va dire, de Bref. Effectivement, une application PHP normale, elle écoute du HTTP. Point final. Et Lambda ne va pas invoquer un serveur HTTP sur Lambda. Donc, ce que Bref fait, en fait, c'est une petite couche, je sais pas, qu'on pourrait appeler middleware ou un intermédiaire. Et c'est cette couche-là qui est invoquée qui reçoit l'événement Lambda. Mais vraiment, là, c'est masqué, c'est au niveau système. En tant qu'utilisateur, on ne le voit pas. Mais pour expliquer comment ça marche, c'est cette couche Bref qui est appelée, c'est du code qui tourne. Là, Bref reçoit l'événement sous format un peu JSON de Lambda. Et cet objet JSON contient la requête HTTP sous un format qui est spécifique à AWS Lambda. Et en fait, Bref va convertir ce format-là en une requête que les applications PHP traditionnelles comprennent. C'est vraiment remapper les champs, changer les clés dans le tableau JSON ou quoi, et émettre la requête sous un format qui s'appelle FastCGI, qui est le format que PHP comprend un peu nativement. C'est vraiment un mapping très très simple. Très rapide, il y en a qui vont peut-être se poser la question, ça prend moins d'une milliseconde, Ouais, il n'y a pas d'intelligence, c'est un mapping A à B. Et tu gardes le serveur HTTP dans la fonction, qui tourne dans la fonction lambda, ou Bref appelle directement le point d'entrée FastCGI, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais enfin tu comprends, tu comprends ce que je veux dire. Eh bien, il n'y a pas de serveur HTTP qui tourne avec Bref. En fait, la couche Bref fait un peu exactement ce que fait Apache ou Nginx quand on tourne sur un serveur. Donc, mais au lieu d'écouter sur du HTTP, Bref prend l'événement lambda et le transforme en une requête FastCGI
qui est vraiment un protocole, je crois que c'est un protocole binaire ou un protocole Mhm. très optimisé qui n'est pas du HTTP. Et en fait, le serveur PHP, le serveur s'appelle PHP FPM, qui n'écoute pas du HTTP, mais qui voilà, écoute ce protocole-là. Il attend une requête face CGI. C'est une bonne Exactement. comparaison en fait. Le code que tu as développé pour cette section-là de Bref, et on a dit Bref, c'est bien plus que ça, hein, mais cette section-là, c'est comme si c'était un serveur HTTP, Apache ou Nginx qui est devant votre application lambda, qui prend les requêtes qui, du coup, ne sont pas de l'HTTP, c'est le truc propriétaire spécifique à lambda et converti en face CGI que l'application peut comprendre. Ok, je vois comment ça marche, mais tu as démarré Bref il y a très longtemps, enfin il y a plusieurs années, on va revenir sur l'historique, et au moment où tu as démarré, il n'y avait pas moyen de faire tourner du code PHP sur Lambda. Depuis, il y a eu des custom runtime, on peut amener son propre langage, j'ai même vu des gens faire des fonctions Lambda en COBOL, en shell script, tout ça c'est possible, mais à l'époque où tu l'as fait, il n'y avait pas PHP, donc comment ça marche? Ouais, Encore une fois. Et ben justement, alors je voulais juste préfacer tout ça en disant, ceux qui écoutent, il n'y a pas besoin de comprendre tout ça pour utiliser Bref, mais je trouve que c'est marrant quoi. Franchement, c'est assez marrant l'histoire et de comment ça a démarré. Donc ça vaut le coup d'en parler juste pour l'anecdote. Mais à l'origine, donc je sais pas, c'était en 2017, je crois. J'ai découvert Lambda un peu par hasard et j'ai voulu l'utiliser avec PHP. Ça ne supportait pas PHP. L'environnement était un peu plus limité, comme tu dis qu'aujourd'hui. On ne pouvait pas créer n'importe quel runtime. Et donc la seule manière que j'avais trouvé de faire tourner PHP sur du Lambda, et ça je l'ai vu parce que d'autres l'avaient fait, hein, je ne l'ai pas du tout inventé, c'était de déployer une fonction Lambda dans un langage supporté. Moi j'avais fait du Node.js et de faire tourner PHP dans la lambda en question. Et donc la manière dont ça fonctionnait, c'était ce qu'on déploie sur lambda, c'est un zip. Avec, si on fait du Node, on va déployer un fichier Node, un fichier JavaScript ou une base entière de code JavaScript. Et moi, je faisais un fichier JavaScript. Et dans le zip, j'incluais également le binaire PHP qui était compilé pour tourner sur Amazon Linux, la version de Linux qui tourne dans lambda. Donc dans mon zip, j'avais le binaire PHP, j'avais un fichier index.js et j'avais un fichier genre index.php. Et le fichier JavaScript, en fait, ce qu'il faisait, c'était qu'il exécutait le binaire PHP, donc il exécutait mon script PHP en lui passant via la ligne de commande un petit peu tous les arguments de la requête HTTP ou de l'invocation. Et quand le script PHP s'exécutait et retournait en sortie de output standard, quoi, ça retournait dans le fichier JavaScript, dans l'exécution JavaScript, qui retournait la réponse à lambda. Donc tu as écrit un espèce de bridge en JavaScript, en Node.js, entre les invocations de lambda, et puis tu allais invoquer le binaire comme on invoque n'importe quel binaire. C'était vraiment une exécution shell, j'ai bien compris la manière dont ça marchait? Oui, c'était très basique. Mais en réalité, franchement, ça marchait beaucoup mieux que ce qu'on peut penser. Et en fait, quand on y réfléchit, encore une fois, c'est du mapping de données pur et dur. Et au lieu de passer par un protocole HTTP ou par un protocole FastCGI ou par un protocole X ou Y, on passe par une API qui est la ligne de commande. Et qui, en encodant suffisamment bien les choses, en fait, ça passait plutôt bien. On pouvait même d'ailleurs aller plus loin et faire de la communication interprocessus avec des sockets ou avec. Enfin, moi, je ne suis pas allé jusque-là, hein, mais je veux dire, ça se fait en fait de la communication via socket. Et j'apprends à l'occasion qu'on pouvait compiler du PHP en binaire, ce que je ne savais pas. Pour moi, PHP, c'était toujours interprété avec la commande PHP. Mais non, tu générais des binaires sous Amazon Linux. Alors, pour clarifier, je compilais l'exécutable PHP, un peu comme l'exécutable Node, qui exécute les scripts PHP. Donc, j'avais vraiment le binaire PHP officiel et j'avais mon script PHP qui était un index.php. Et c'était interprété, hein. Je compilais pas mon script. Ok, donc tu devais packager dans ton zip aussi l'interpréteur PHP, PHP, la commande PHP elle-même. Et ça, j'ai déjà essayé de faire ça avec d'autres langages de programmation et c'était un cauchemar parce qu'il y a des tonnes de dépendances de librairies qui ne sont pas compilées pour Amazon Linux, etc. C'était facile ou ça marchait comme ça ou c'était aussi un cauchemar? Ah, mais je te rassure, c'est un cauchemar et ça l'est toujours parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui là sur Bref. Et en fait, c'est marrant, j'aime bien dire ça, c'est que je passe mon temps, vraiment des journées entières à faire du Dockerfile et de la compilation et des trucs très bas niveau pour que ceux qui utilisent Bref n'aient pas à le faire. Mais non, c'est très compliqué en fait de compiler tout ça. Alors à l'époque, j'avais pris ce que d'autres avaient fait, j'avais pris des packages compilés aussi. Enfin, quand on cherche, ça se trouve des choses déjà faites, hein. Mais c'est vrai que quand on veut faire un truc un peu plus solide, professionnel ou quoi, et ben après, il faut se plonger soi-même dans la compilation avec toutes les options. Et là, c'est vraiment compliqué.
Et donc ça, c'était ton architecture au début. Est-ce que c'est toujours la même architecture maintenant ou comment ça a évolué au fil des temps? Non, effectivement, ça a bien évolué. Ça, à l'époque, c'était une version qu'on appelait bref V0, 0.1, 0.2, 0.3. Et alors, ce qui est marrant, c'est que même à l'époque, moi, j'avais commencé à faire un peu quelques conférences sur le sujet et en parler. Et à l'époque, il y a des entreprises qui ont utilisé cette stack pour faire des applications en production. Alors, pas beaucoup, hein, mais il y en a qui l'ont fait. Mhm. Au-delà juste de je déploie mon blog parce que ça sera un hébergement très peu cher et simple. Et donc, il y a des entreprises qui sont lancées là-dessus. Et ça a changé effectivement, si je me souviens bien, à reInvent 2019, ou dans ces eaux-là, en décembre 2019, où les custom runtime, non, 2018 ou 2019, dans ces eaux-là, je crois que c'était 2019, les custom runtime ont été annoncés pour Lambda. Donc, en gros, on peut créer sa runtime personnalisée où on peut faire tourner n'importe quel langage, n'importe quelle application. Et en gros, c'est ça qui a amené la version bref 1.0 et la version un peu plus, on va dire, stable et professionnelle, ou à défaut d'un meilleur mot, pour bref. Et donc là, tu as changé l'architecture pour utiliser un custom runtime. Juste une petite parenthèse, le custom runtime. J'étais en train de chercher la date, voir si je pouvais la trouver, mais je ne l'ai pas trouvée assez rapidement pour pouvoir embrayer là. Mais l'idée du custom runtime, c'est laisser aux développeurs de la fonction Lambda la possibilité de faire le runtime. J'ai expliqué tout à l'heure que le runtime était la plupart du temps fourni par AWS. Et le runtime, c'est juste une boucle. C'est une application qui doit tourner en boucle, faire du polling sur le service AWS Event pour recevoir les événements et puis appeler quelque chose derrière qui va traiter cet événement-là. Et à partir du moment où ça tourne sur Amazon Linux 2, un custom runtime, ça peut être n'importe quoi, d'où mes exemples tout à l'heure de Bash. Je crois que dans la doc, il y a même un exemple en Bash, c'est le plus simple. On fait une boucle en Bash avec un for qui va chercher avec des curls les événements. Moi, j'utilise beaucoup celui de Swift, le langage de programmation d'Apple, mais j'ai vu des clients le faire avec COBOL aussi, ce qui est beaucoup plus surprenant. Et donc, pour toi, ça veut dire quoi le custom runtime? Tu es à reInvent, tu vois l'annonce, tu dis c'est ça que j'ai besoin. Ah bah c'était exactement ça. C'était exactement ça. Et puis ça ouvrait la porte à déjà une architecture que quand les gens regardent un peu comment ça fonctionne, ça tourne pas avec un Node.js qui exécute un PHP. Donc ça fait beaucoup plus sérieux. Et ça permettait aussi d'améliorer les performances. Même si, bon, en général, ça tourne plutôt bien. On parle d'optimiser 10 millisecondes ou quelque chose comme ça. Hein. Mais à ce moment-là, quand ça a été annoncé, ce que j'avais fait, c'est j'avais créé un repository sur GitHub où je testais différentes approches sur comment faire tourner PHP sur Lambda et différentes méthodes en fait. Je crois que j'en avais 10, peut-être 8 méthodes différentes. Ça pouvait être j'exécute PHP en ligne de commande, vraiment un nouveau processus en ligne de commande à chaque événement. Ça pouvait être je fais tourner PHP avec PHP FPM, c'est ce qu'on fait aujourd'hui comme sur n'importe quel serveur. Ça pouvait être utilisé aussi. Il y a un serveur HTTP en interne dans PHP. Donc vraiment du pur HTTP simple. Et donc l'idée c'était de se dire on fait un bridge qui va pas non pas en parler en fast CGI, mais qui va vraiment faire un appel forward, HTTP. voilà, en appel HTTP. Mais ce serveur HTTP était marqué comme utilisable pour du développement seulement, pas de la production. Bref, on a exploré plein de pistes. J'ai même fait un fork de PHP. C'est la première fois où j'ai fait du C comme ça. Un fork où j'ai repris certaines briques, j'ai fait des trucs un peu à vue, et on est allé super loin. Il y a plein de gens qui ont participé, et en fait on est retombé à la conclusion, en voyant toutes ces performances-là, que ce qui était le plus rapide en fait dans tout ça, c'était PHP FPM. C'est quoi PHP FPM pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'environnement PHP? Ouais, alors PHP FPM, c'est le serveur, on va dire, un peu officiel de PHP. C'est celui qu'on fait tourner avec Apache ou Nginx. Et en fait, c'est celui où Apache Nginx reçoit les requêtes HTTP et les transmet à PHP sous le protocole FastCGI, le protocole binaire. Et en fait, ça, c'était un peu contre-intuitif de voir les performances si bonnes là-dessus, parce que là où c'est super intéressant, c'est que, par rapport aux autres langages, dans PHP FPM, quand il y a une requête HTTP qui arrive et qu'on traite dans notre index.php ou Laravel ou Symfony ou peu importe, notre application démarre, notre script s'exécute, on va faire des connexions à la base des données, des requêtes, envoyer des mails, faire n'importe quoi, on renvoie notre réponse HTTP, et là, PHP, entre guillemets, tue le processus, et on recrée un nouveau pour la prochaine requête. Et à chaque nouvelle requête, on repart complètement de zéro en PHP. Là où un serveur en Node, en Go ou en Python ou n'importe quoi, le serveur, il est dans le langage, il tourne, on initialise une variable, cette variable, elle est
elle est là pour toutes les requêtes. Et si on la modifie, dans une requête, elle sera modifiée pour les requêtes suivantes. C'est partagé entre les requêtes. Alors, il y a des avantages et des inconvénients, mais c'est ça qui a fait aussi l'adoption de PHP aussi forte il y a, je sais pas, 10 ou 20 ans. C'est cette simplicité, parce que si on fait un peu n'importe quoi, j'ai envie de dire, avec la mémoire, ou que je sais pas, on stocke l'utilisateur connecté dans une variable, requête suivante, on sait qu'on repart de zéro, il n'y a aucun risque de garder l'utilisateur précédent connecté, de mélanger les sessions, de mélanger des données sensibles ou quoi que ce soit. Et donc, c'est super simple. C'est un peu bourrin, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que ça fait tellement longtemps que PHP fonctionne comme ça que tout a été optimisé et optimisé au niveau de la runtime PHP, en fait, du langage, et au niveau des frameworks, pour qu'aujourd'hui, eh ben, l'overhead, la latence supplémentaire introduite par ça soit si faible que ça tourne très bien, quoi. Et donc, arrivé à cette conclusion-là à l'époque, moi je m'étais dit, ça sert à rien de chercher des nouvelles façons de faire tourner PHP, que les gens vont devoir réapprendre, que les frameworks vont pas forcément marcher directement. Autant prendre ce qui marche, même si c'est un peu bizarre de se dire on fait tourner un serveur dans Lambda. Bon, c'est invisible, mais on fait quand même tourner un démon dans Lambda. En fait, ça marche, c'est suffisamment rapide, et on peut prendre un Laravel ou un Symfony et quasiment le mettre, et puis ça fonctionne, quoi. Et donc, c'est un peu ça qui a fait l'architecture de Bref V1. Et pour moi, qui a été clé aussi sur l'adoption, parce que juste ça marche. Alors tu parles d'adoption justement, qui utilise Bref aujourd'hui, et je ne sais pas si tu as des chiffres à partager avec nous, mais j'ai entendu dire, on m'a dit que ce framework a quand même son petit succès. Eh bien oui, alors c'est quoi, je vais très rapidement, Bref V1 1.0, c'était en novembre 2020. Donc c'était il y a maintenant 3 ans. Et à l'époque, alors ce que j'avais rajouté dans Bref, c'était pour avoir une idée un peu de l'utilisation, effectivement, parce qu'on a une idée de l'utilisation sur GitHub avec le nombre de contributeurs, le nombre de gens qui posent des questions. J'ai aussi ouvert un truc tout bête, mais une issue GitHub où j'encourage les gens à poster ce qu'ils ont construit avec Bref. Et c'est vrai qu'au début, très honnêtement, il y avait beaucoup de blogs, sites personnels, expérimentation, des gens qui s'amusaient ou qui voulaient se former, et c'était très bien. Il y a eu 2-3 projets qui sont sortis un peu du lot. Donc, il y a eu les gens qui se sont lancés sur Bref, vraiment les premières versions avec Node.js. Mais il y avait aussi, parmi le premier gros projet qui est arrivé, qui m'avait vraiment surpris à l'époque, c'était un site brésilien. Vraiment, tu sais, le commentaire posté comme ça sur GitHub, voilà, ce site tourne sur Bref. Et il traite 40 milliards de requêtes par mois, je crois, par semaine. Enfin, un truc qui me dépassait complètement, moi qui faisais ça sur mon temps libre. Sur ton laptop. Voilà. Et je suis allé voir effectivement le site en question. Et je l'ai mis à l'époque, il y avait alexa.com, on pouvait voir le ranking des sites. Et il était dans le top 100 ou top 500 des plus gros sites, peut-être top 500 des plus grands sites du monde. Enfin bref, peu importe les nombres exacts, mais c'était là où je me suis dit, ah oui, c'est dingue, le projet commence quand même à prendre un peu d'envergure, parce qu'il y a des gros projets qui commencent à tourner dessus. Ça, c'était il y a un petit moment. Donc oui, je disais, la V1, elle est sortie il y a 3 ans. Et ce que j'avais fait un petit peu avant la V1, c'est que je voulais connaître un petit peu l'utilisation, l'usage de Bref. Donc j'ai mis ce qu'on appelle la télémétrie, extrêmement simplifiée. Et la manière dont ça fonctionne, je commence toujours par comment ça fonctionne, parce que c'est toujours un peu bizarre de dire je sais combien de gens utilisent Bref. Dans la runtime, il y a 1% de chance à chaque exécution que la télémétrie, on va dire, s'enclenche. Donc, dans 99% des cas, il ne se passe rien, enfin, tout fonctionne comme d'habitude. Dans 1% des cas, il y a un bout de code qui s'exécute et qui envoie sous le format StatsD, pour ceux qui connaissent, c'est ce qu'utilise, je crois, Datadog. C'est un format de monitoring très simple. C'est une chaîne de caractères dans lequel il y a marqué il y a eu une invocation de Bref. Alors, c'est vraiment quelques caractères pour que ce soit très léger. Et ce format est envoyé sous protocole UDP. Il y a 2 protocoles, TCP, UDP. UDP, c'est la version extrêmement légère, mais aussi extrêmement peu fiable, parce que UDP, c'est on envoie un protocole, des paquets sur le réseau Internet, on ne s'occupe pas d'attendre la réponse et de savoir si c'est bien arrivé. J'ai choisi ce protocole pour que ce soit extrêmement rapide. Ça envoie sur le protocole UDP c'est quelques caractères qui disent « Ah, il y a eu une invocation de Bref quelque part », peu importe où. Avec un numéro de version ou un truc comme ça. Il n'y a même pas. Alors, j'aimerais ajouter le numéro de version, parce que j'aimerais effectivement savoir. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Ça dit juste, il y a eu une invocation, et puis il y a 1 an ou 2, j'ai juste rajouté la version, la layer, la runtime exacte utilisée. C'est pas vraiment la version, mais c'est une variante. C'est soit l'un, soit l'autre. Bon, bref. C'est quelques caractères là. Et en fait, le fait que ce soit envoyé en UDP, c'est les caractères sont envoyés sur le réseau,
et le code passe immédiatement à la ligne suivante. Et donc, en mesurant, on va dire, la latence introduite, on est sur je crois que ça se mesure en nanosecondes ou en microsecondes. Donc, c'est absolument négligeable. Et donc, le fait d'avoir ça dans les layers fait que moi, j'ai un serveur à un endroit qui tourne, c'est une T2 micro, je crois, le truc le plus petit possible. Le plus basique. Et il reçoit des tonnes et des tonnes de petits caractères qui viennent de partout et il les met dans CloudWatch. C'est vraiment un bridge très simple qui pousse une métrique dans CloudWatch qui dit il y a eu une invocation. Après, moi, je fais x100 parce que comme il y a 1% de métriques qui sont remontées, je fais x100. Et donc, Bref V1, j'avais pu mesurer qu'il y avait 1 milliard d'invocations de Bref par mois. C'est un chiffre plutôt sympa. Ouais. Et là, dernière mise à jour sur l'adoption, en décembre, en fait, moi je suis cette métrique un peu régulièrement, et en décembre, on a passé les 10 milliards chaque mois. Wow. Donc c'est cool, parce que ça veut dire que le projet grossit et que la communauté grandit aussi. Exactement. J'aime bien cette approche de dire j'envoie une donnée de télémétrie une fois toutes les 100 requêtes, parce qu'évidemment ça réduit la charge, ça évite de surcharger l'application côté tes utilisateurs. Et toi, il suffit de faire la multiplication après, tu as une estimation très correcte, très précise du nombre d'invocations réelles. Comment tu fais une fois sur 100 sur Lambda? Parce qu'il est Lambda par définition est stateless. Ah, je fais un random. Oui, mais comment tu comptes que c'est la 80e invocation, etc. Ah non, justement, je fais pas ça. En fait, je fais vraiment... je prends un nombre aléatoire entre 0 à 99 ou à 1 à 100, je sais plus. Ah, et tu fais un random. Voilà, vraiment aléatoire. Sur le reste de la division. Et en fait, si tu prends 10 milliards d'invocations, tu te dis ça va être lissé de telle sorte que il devrait pas y avoir Enfin, en moyenne, ça représente 1% des cas. D'accord, donc tu comptes pas les invocations. C'est ça. Ce qui nécessiterait de garder un état de côté serveur. 10 milliards d'invocations par mois. Hein. 10 milliards par mois. Et j'avais vu à Reinvent, ils avaient... alors, je sais plus quelle keynote exactement c'était, mais ils avaient annoncé 10... c'est quoi au-dessus de milliards? En anglais, on dit après billion, c'est trillion, c'est 10 exposant 12, c'est 1000 milliards. Exactement. Et en gros, c'était 1000 fois plus pour le nombre d'exécutions totales sur Lambda. Donc, ce qui permet d'arriver à une approximation, bien sûr, mais de se dire, Bref tourne à peu près une requête sur 1000 sur Lambda. Ce qui est à la fois peu, parce que proportionnellement parlant, c'est 0,1% en termes de langage, de répartition de langage. Moi, j'aimerais que ce soit un petit peu plus, PHP sur Lambda. Mais bon, ça reste quand même beaucoup, donc voilà. C'est énorme. Plaisir de voir. Donc, tu as pu driver ce projet au niveau technique, mais aussi driver une communauté autour de toi. Enfin, on pourrait probablement faire un podcast entier sur la gestion de la communauté pour des projets open source, etc. Je ne veux pas aller trop en détail là-dedans, mais tu dois interagir avec des contributeurs et autres, etc. Est-ce que tu as des anecdotes, des retours des tranchées, des choses bizarres qu'on t'a demandé? Oui, peut-être pas bizarre, mais inhabituelles. En 3 ans, tu as dû en voir un peu toutes les couleurs. Oui, c'est toujours un petit peu compliqué de trouver la ligne entre, alors déjà, où investir son temps et où dire, c'est une bonne idée, mais je vais pas la faire. Ou même, pour moi, le plus dur, ça reste encore aujourd'hui, c'est refuser un ajout de fonctionnalité qui... refuser. Quelqu'un a fait une pull request et on la refuse, parce que le travail a été fait et je trouve que c'est très, très dur. Mais typiquement, en parlant de ça... Une des erreurs, par exemple, que j'avais faites sur le projet, dans le cours de Bref V1, quelqu'un avait proposé une fonctionnalité, avait fait tout le travail, et c'était beaucoup de travail. Avait fait une fonctionnalité pour permettre, donc sur Lambda, on a une taille maximum d'application qu'on peut déployer, 256 mégas, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Et certaines applications PHP, c'est vrai que ça peut aller vite, d'autant plus que sur PHP, il n'y a pas, comme dans certains langages, soit de la compilation, donc on prend vraiment que les bouts de code qui sont utilisés, ou de la transpilation comme avec du TypeScript, toutes ces choses-là, où on peut vraiment minifier un peu le code. Sur PHP, on prend tout ce qui est installé dans les dépendances, même s'ils ont mis les dépendances ont mis des tests, ont mis des images, ont mis quoi que ce soit. Donc on peut se retrouver des fois avec des tailles de projets qui sont un peu grosses. Et quelqu'un avait fait une fonctionnalité pour que dans le fichier YAML de configuration de Bref, on dise je veux séparer justement le dossier de mes dépendances de mon application. En fait, automatiquement, Bref allait prendre le dossier des dépendances, allait le zipper et le mettre sur S3, et allait le déployer séparément de notre application. Ce qui veut dire que si notre application, elle fait quelques mégas, ça c'est déployé sur Lambda. Et dans Bref, au démarrage de la Lambda,
Bref, allait automatiquement télécharger le fichier depuis S3, le dézipper, le mettre au bon endroit et faire tout ce qui allait bien. Et donc c'est C'est cool, mais ça augmente les temps de démarrage alors ça les de façon augmente assez significative pour euh, ceux qui utilisent ça. un peu, mais en fait pas tant que ça parce que mine de rien, imaginons que le dossier était inclus dans la lambda normalement. En Mhm. fait, le code de Ouais, il la faut qu'on le lambda, il est réalise. quand même téléchargé depuis Amazon S3, donc je suis Mhm. pas sûr que ça faisait une très grosse différence de performance, mais en tout cas, ça permettait de déployer une application beaucoup plus grosse que 250 000. Mhm. Et donc ça, je l'ai mergé. Mais le problème, c'est que, alors il y a comme, voilà, bref, c'est plein de parties de code. Il y a des parties qui sont écrites en JavaScript, des parties qui sont écrites dans des Dockerfiles, des parties qui sont écrites en PHP ou dans des scripts Bash, etc. Et donc ça impactait un peu tout cette fonctionnalité et elle a jamais très bien marché. Dès qu'on rajoutait de nouvelles fonctionnalités sur Bref ailleurs, on se confrontait à ça. Et en fait, très peu de monde utilisait cette fonctionnalité. Et ça a été un peu, je sais pas si c'est un échec, mais ça a été un peu le genre de cas typique où en fait, ça valait pas le coup. Et donc, T'aurais pas dû, ouais, t'aurais pas dû merger. je pense que j'aurais pas dû. Elle est toujours là aujourd'hui Et ben ou non, tu l'as elle est enlevée? partie dans Bref version 2. On est Alors bah, profité, justement, ouais. quel enchaînement fabuleux. À croire qu'on a répété tout ça alors que non. Mais donc tu as parlé plusieurs fois Bref version 0 au début, Bref V1 et là en 2023 il y a Bref V2 qui est sorti. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Bref V2? Et alors, Enfin en grande ligne évidemment, ouais, je pense qu'on va pas rentrer dans tous les détails. ouais. Déjà, il y a des choses qui sont parties, donc cette fonctionnalité par exemple, et quelques petits détails qui faisaient bien de faire un peu de ménage. C'est toujours l'occasion sur une version majeure. Mais dans l'ensemble, bref, ça tourne. C'est vrai que pendant longtemps, la V1, j'avais pas fait de grosses modifications et c'était vraiment le projet, ça fait plaisir de voir que ça tourne. Donc, très peu on va dire, de cassage de rétrocompatibilité. Généralement, la mise à jour se fait très facilement. La grosse partie qui a changé, elle est malheureusement invisible pour les utilisateurs, c'est toute la, la manière dont on construit la runtime PHP. En fait, c'est toute la partie compilation de PHP. Donc, j'en parlais au début. Cette partie compilation de PHP, elle est très compliquée. Et sur Bref V1, et en fait, Bref V1 s'est construit de tout l'historique d'années, je crois 5 ans, voilà, de personnes qui ont contribué. C'est des Dockerfiles dans tous les champs. Même compiler PHP et utiliser du Make et du GCC et toutes ces choses-là. Moi, je comprenais la moitié. Et donc, sur Bref V1, on avait cette runtime qui était construite. Et très honnêtement, personne en comprenait plus de 25% à la fois. Et donc, tant que ça tourne, ça va, mais c'est pas très rassurant. Et donc avec Bref V2, on va dire que l'idée c'était de comprendre un peu tout ce qui se passe, réécrire un peu tout, et d'avoir un projet beaucoup plus fiable. On est passé par un gros échec d'ailleurs sur cette V2. Elle a commencé même en janvier 2022, donc elle a pris plus d'un an à se faire cette V2, dans le sens où dans la V1, on compilait PHP depuis zéro. Comme je disais, on en comprenait 25 à 50% de ce qui se passait. Et pourquoi cette ligne de code était là et pourquoi pas c'était autre chose. Et donc, l'idée avec la V2, c'était de se dire, au lieu de compiler PHP, Amazon Linux, c'est basé sur du Red Hat, quelque chose d'assez pas trop exotique non plus. Donc, il y a des gens qui compilent déjà PHP pour Amazon Linux. On va utiliser ce que les gens ont déjà compilé avec toutes les bonnes options et toutes les choses bien faites. Et on va prendre les binaires compilés, les extensions compilées, et on va juste les copier. Et on aura, au lieu de construire, d'avoir un build qui prend 1 heure, on a un build qui prend 10 minutes. On a beaucoup moins de responsabilités et de chances de faire des erreurs. Et c'est génial, tout le monde est content. Et un des objectifs aussi, c'était de supporter les processeurs Intel et les processeurs Graviton. Donc, dans Lambda, on peut maintenant faire tourner du Graviton. Donc l'idée, c'était aussi de se dire, on va prendre une version compilée pour Graviton. Ça évitera de multiplier toute la complexité par 2 pour supporter Graviton. Et donc plutôt que compiler toi-même le binaire, le runtime PHP, ça faisait partie du build de Bref, si je te suis correctement, vous allez prendre les binaires pré-compilés qui sont fournis avec CentOS ou avec Red Hat. Exactement. Qui sont compatibles avec Amazon Linux 2. Là aussi, tu peux rentrer dans des tas de dépendances parce qu'il y a telle librairie qui n'est pas là ou qui n'est pas au même endroit, etc. Non ? Eh bien, écoute, tu pointes du doigt un très bon sujet. Donc ça a pris, pour faire un peu toute cette migration, alors on parle de contributeurs. Alors moi, j'arrive à avoir des sponsoring. 2022, c'était des sponsoring assez légers en termes de montant. On est vraiment clairement en dessous de 500 €. Mais avec ces montants-là, j'avais pu payer un peu quelqu'un quelques heures par mois pour travailler sur le sujet. Moi aussi, j'avais envie de contribuer un petit peu. Donc ça a mis à peu près 6 mois, un peu plus de 6 mois pour avancer sur ce projet-là en tâche de fond, quelques heures par mois.
Au bout de 6 mois, on a réussi à avoir cette nouvelle pipeline. On a fait, c'est bon, on est prêt pour la V2. On a tagué les bêtas, enfin les release bêta de Bref V2. Et on a dit tout le monde, utilisez-les, c'est parti, ça va bientôt être la release. Et en fait, ça n'a pas marché. Enfin, tout marchait très bien, sauf 2-3 détails liés, comme tu le dis, à des subtilités de dépendance ou au fait que ça a été compilé. En fait, ce qui a tué cette version-là, c'était que, par exemple, PHP avait été compilé sans le support de HTTP2 pour faire des requêtes. Donc, si je veux faire une requête HTTP depuis mon code, pas de support HTTP2. Et c'était des requêtes sortantes, voilà, les requêtes qui partent. Exactement. Et il y avait plein de petits, enfin non, il y en avait très peu en fait, de petits détails comme ça qui ne collaient pas à la V1. Il y avait des sortes de régressions ou même des détails qui nous allaient pas. Et la seule solution, c'était de repartir de zéro et de recompiler PHP. Donc ça a fait un peu mal. Et donc là, on a repris bien 3-4 mois dans la vue. Et repartir un peu sur le code de la V1, mais pas vraiment parce qu'il était incompréhensible. Donc repartir un peu de zéro, recompiler PHP. Et en fait, ça a été un peu le tunnel, tu sais, où tu te remets à... Voilà. Mais ce qui a été quand même assez génial, c'est que là, maintenant, j'ai envie de dire, personnellement, je comprends 80-90% de tout ce qui fonctionne. Un degré de confiance très, très élevé. Et pareil au niveau des contributeurs. Et alors là, on a documenté absolument tout ce qui pouvait être documenté. On a mis des tests aussi sur tout ce qui était compilé. Dès qu'il y a un problème, on met un test. Et donc, ce niveau de confiance a été complètement élevé, quoi. Et donc, c'est invisible, mais c'est un travail de très, très longue haleine. Pour les gens qui utilisent Bref, ils ne voient pas la différence. Non. Alors, si, ils vont voir la différence parce que maintenant, ils peuvent utiliser, utiliser les processeurs Graviton en ARM, ce qui a été rendu possible par cette nouvelle pipeline, les scripts optimisés, etc. etc. Mais c'est vrai que c'est très peu visible. Donc, après tous ces efforts à travailler sur la V2, en fait, personnellement, j'étais très satisfait, mais un peu frustré aussi qu'il n'y ait pas de grosses nouvelles fonctionnalités. Et donc, généralement, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne sur les releases. C'est que tu fais tout le gros du travail, puis tu arrives à la fin, tu te dis, c'est pas suffisant. Je me suis plongé sur des petits ajouts vraiment de cosmétiques parfois. C'est de format YAML, on va vraiment le simplifier, on va rajouter telle et telle option, simplifier la ligne de commande. Donc, voilà. Je vais le dire là, mais ça va pas par la grande. Si vous allez sur la doc, vous ne le verrez pas. La V1, elle était un peu plus complexe. La V2 est plus simple au niveau de la configuration, un peu plus rapide sur les déploiements. Le site a été refait avec la doc, énormément de travail aussi pour réorganiser les sections. Pour moi, elle est compatible pour les développeurs d'applications. Si j'avais mon application PHP déployée sur V1, je peux upgrader à V2 et je ne dois pas changer mon code. Oui, en fait, les plus gros changements, ça va être, c'est des changements de fond, ça va être qu'on ne supporte plus les très très vieilles versions de PHP qui sont très peu utilisées. Donc il y a quelques vieilles versions qui ont été lâchées en cours de route. Et de mémoire, il y a peut-être une ou deux commandes qui a changé, mais c'est vraiment minime. C'est vraiment minime. La version majeure sert aussi à se dire on a changé complètement la manière dont les runtimes sont faites. Il pourrait y avoir quelques différences subtiles au niveau d'une variable d'environnement globale que quelqu'un pourrait utiliser dans un cas extrême, etc. Bon, ça a peut-être changé, donc ça mérite une version majeure. Mais c'est vrai que tout le reste, ça a été vraiment... Et pour moi, c'est là aussi où on en arrive sur la maturité du projet et l'histoire de l'adoption. V0, c'était vraiment de l'expérimentation et les early adopters. Exactement. V1, ça a été un peu l'ouverture à ceux qui étaient quand même un peu motivés parce qu'il faut comprendre quand même un peu comment les choses fonctionnent. La V2, c'est on affine et on va aussi, moi je le vois dans le public, un peu des gens qui s'intéressent à Bref, s'orienter plus vers des développeuses qui n'ont pas forcément une compétence trop forte sur l'infrastructure et donc simplifier, faire une documentation. À chaque fois, il faut revoir un peu le mot, l'onboarding, toutes ces choses-là pour que ça colle à un public qui change en permanence et un public qui devient de plus en plus grand public en fait. Tu as brièvement mentionné qu'il y a 2 runtimes, si j'ai bien entendu. C'est quoi? Parce qu'on parlait du runtime PHP avec le custom runtime selon l'API du custom runtime de Lambda. C'est quoi ces 2 runtimes? Alors, depuis le début, je dis Bref, l'objectif, c'est de simplifier tout. En fait, ces runtime, malheureusement, c'est un aspect compliqué de Bref. Effectivement, Bref contient 2 runtimes et 2 façons de faire tourner PHP sur Lambda. Et jusqu'ici, on en a parlé que d'une. Un petit peu menti. La deuxième manière, en gros, quand on a fait la Bref V1 et que je disais on a utilisé PHP FPM et on peut faire tourner une application Laravel ou Symfony ou une application PHP normale comme sur un serveur, on la met sur Lambda, on a juste 2-3 réglages et c'est bon.
Ça marche. Et ça, c'est la première runtime. Et c'est celle qu'on appelle la runtime pour les applications web, on appelle ça dans la doc, ou la runtime FPM. Et la deuxième runtime, je l'ai pensée, et mon objectif, c'est qu'elle soit, on va dire, au plus proche possible de ce à quoi ressemblent les autres runtimes sur AWS, les autres langages. Un peu la runtime à quoi ressemblerait si jamais AWS devait rajouter le runtime officiel PHP. Parce que, pour être très honnête, faire tourner un démon PHP FPM spécifique à comment PHP fonctionne sur Lambda, ce n'est pas du tout, on va dire, normal, quoi. Et donc cette deuxième runtime, c'est vraiment calqué sur le modèle de Node, par exemple, où on va déployer une fonction. Et en fait, ce qui va être exécuté, c'est une fonction de code, c'est une fonction PHP. Et donc mieux adapté peut-être pour les API que pour faire un site web complet. Oui, exactement. Adapté aussi énormément pour tout ce qui est les jobs asynchrones qu'on va faire avec du SQS, du messaging entre microservices avec EventBridge, réagir à des événements SNS, à des événements un fichier modifié sur S3, on exécute du code. Et en fait, la complexité dans tout ça, je trouve, et que j'ai pas encore réussi à trop résoudre en tant que au niveau d'expliquer ce que Bref est au niveau de la doc, c'est comment choisir la bonne runtime pour résoudre le bon problème. Alors, moi, sur la doc, c'est par défaut, partez sur la version web, HTTP, FPM, parce que ça marche. C'est le plus proche de ce que les gens connaissent. Voilà. Ils doivent moins toucher au code existant. Voilà. Mais après, quand on met l'application, généralement, on a je dois faire des jobs en asynchrone. Bon, j'ai déjà utilisé du RabbitMQ ou même du SQS. Là, on va se tourner vers l'autre runtime et on va écrire une fonction. Alors, je l'ai calqué sur Node, mais aussi, je me suis inspiré depuis la V1 sur les autres runtimes où il y a des classes un peu comme en Java, et si je ne me trompe pas en .NET, on va pouvoir mettre une fonction, mais aussi on va pouvoir mettre, ou une classe. Et donc, je vais pouvoir créer une classe qui est mon SQS Handler. Ça se fait pas mal en PHP de créer des classes plutôt que des fonctions. Et ça marche plutôt bien parce que du coup, on crée une classe. C'est ce qu'on fait toujours en PHP. On crée une classe et cette classe, elle est appelée dès qu'il y a un nouveau message SQS à traiter, ou etc., etc. Et là aussi, il peut y avoir des intégrations avec Laravel et Symfony parce que ces deux frameworks ont un système de job asynchrone, par exemple. Donc, il y a des intégrations qui se font pour se connecter au framework. Et donc, pour le moment, c'est au moment où je crée mon environnement, mon unité de déploiement, que je dois choisir l'un runtime ou l'autre. Évidemment, on ne peut pas combiner les deux, on ne peut pas changer l'un à l'autre parce que la structure de code est différente. C'est pas la même chose. C'est au moment où on démarre le projet. À propos de démarrer le projet, tu m'as convaincu. Je suis développeur PHP. Comment je démarre avec Bref? Je vais sur bref.sh. Il n'y avait pas le .com était déjà pris. Le nom est assez court, donc il y avait de la compétition. Ouais. Bref.sh et effectivement là, la doc va un peu nous guider pour démarrer simplement. Alors, généralement, démarrer avec Bref, on va dire ça va être différent. Soit on part de rien, on veut faire un exemple. Donc dans ce cas-là, on va installer Bref. Alors en PHP, on utilise Composer pour installer le package. Donc on va installer Bref avec Composer. Et Bref a une petite commande qui nous permet d'initialiser un projet vide avec un fichier index.php d'exemple. Ça, c'est un très bon moyen de créer une première lambda sans se prendre trop la tête et de voir un peu comment se passe le déploiement. La deuxième option, c'est de se dire non, j'ai déjà un projet existant, ou plutôt j'ai peut-être déjà fait la première étape, j'ai testé un petit peu ma lambda, je suis content, j'ai un projet existant en Laravel ou en Symfony. Là, c'est pareil, il y a un package à installer, alors on installe Bref et l'intégration Laravel ou l'intégration Symfony, et on va pouvoir créer le fichier de configuration, serverless.yaml, c'est là où on configure ce qu'on va déployer. Et donc, il y a des fichiers serverless.yaml préconfigurés pour Laravel ou pour Symfony et qui vont me permettre de déployer ces applications existantes et adapter un peu le framework à l'application. Et je mets le lien dans les notes du podcast, évidemment. Il y a une question qui me vient maintenant et je me la suis posée tout au début. J'ai oublié de la poser au début. Une fonction lambda qui enveloppe ton application web Laravel ou Symfony, très bien. Mais Laravel ou Symfony, ça s'appelle en HTTP. On ne peut pas invoquer une fonction lambda en HTTP. Donc, ils mettent quoi devant la lambda, typiquement? Une fonction URL, une API gateway? Enfin, c'est quoi qui fait le lien entre les deux mondes? Eh bien, alors dans la doc Bref et dans les templates, enfin dans les configurations un peu par défaut, c'est les API Gateway HTTP API. Pendant un moment, je me suis posé la question de mettre les lambda function URL qui sont un peu plus simples, même au niveau de la configuration, au niveau de tout. Le seul truc qui m'a un peu freiné là-dessus, c'est que le moment où on veut mettre un nom de domaine personnalisé, on ne peut pas avec les functions URL, donc on devrait
changer pour passer sur une API Gateway. Et je me suis dit, ça peut être un peu confus pour la personne qui démarre, créer une fonction, une appli HTTP. Ça marche d'une certaine manière, et dès qu'on doit mettre un nom de domaine, on doit recréer le truc avec une configuration différente. Ça peut être un peu confus, donc dès le départ, ça part sur une API Gateway. Dernière question, parce qu'on commence à déborder, on parle tous les deux beaucoup. Dernière question, la V2 est lancée là, après plusieurs années de travail, comme tu l'as expliqué. La V3, tu penses à quoi pour le futur ? Pour moi, il y a des problèmes qui restent un petit peu, des limites. Alors, mon motto, c'est ça devrait être plus simple. Ça devrait être plus simple de déployer, par exemple, aujourd'hui, des bases de données, même des sites web complets avec les assets et les JS et les noms de domaine custom, configurer les fils SQS. C'est pas trop compliqué, mais ça devrait être plus simple, et ça devrait être une ligne de YAML, si j'exagère un petit peu. Je veux une base de données, boum, une ligne de YAML, et ça marche. Et donc, j'explore un peu des idées sur le sujet d'un fichier YAML un peu simplifié où je peux déployer une base de données qui va bien. Je peux déployer un peu en quelques clics, en quelques lignes de code, tout ce qui va bien, préconfiguré pour intégrer avec mon framework. Ça, c'est le premier sujet, et c'est un gros sujet. Et le deuxième sujet qui m'intéresse depuis des années maintenant et sur lequel je travaille un peu quand j'ai le temps, c'est tout ce qui est l'expérience de développement. Et ça, c'est un problème de toute façon qui est... c'est un sujet plutôt qu'un problème qui est très intéressant et qui s'applique un peu à tous les langages. Mais comment est-ce que je fais pour avoir une expérience de développement sympa ? Aujourd'hui, en PHP, on a beaucoup l'habitude de tout faire tourner en local. Et donc, je monte une base de données, etc. en local. Mais dès qu'on commence à utiliser des services comme EventBridge, comme SQS, comme même envoyer des mails, etc., ça peut devenir des fois un peu plus complexe. Moi, mon rêve, ce serait d'avoir... je modifie mon code dans mon éditeur, et puis je fais F5 dans mon navigateur, un peu comme à l'ancienne, quoi. Et en fait, je tourne en ligne, quoi. Je tourne en ligne et c'est instantané et ça marche. Et j'ai des prototypes comme ça dans le runtime bref, où il y a en fait une synchronisation live de mon code entre mon ordinateur et la fonction lambda. Alors, c'est vraiment le mode dev, on n'utilise pas du tout ça en prod, pour être très clair. C'est vraiment un mode dev où je déploie ma lambda. Et en fait, il y a une connexion via des WebSockets qui se fait, et toute la modif de code que je fais en local est transférée en moins de 100 millisecondes sur Lambda. Et du coup, je développe littéralement dans Lambda. C'est un peu bizarre, mais derrière, c'est génial parce que tous les événements qui se passent dans Lambda, bref, tout est... Oui, tu n'as même pas besoin de redéployer. C'est ton runtime qui tourne dans la fonction lambda qui va chercher le code que tu es en train de taper avec des WebSockets, comme tu dis. Waouh, ouais. un petit peu ambitieux parce que voilà, il faut que ça tourne bien. C'est un truc que j'ai dans les cartons depuis vraiment des années. Mais c'est mon objectif d'avoir cette expérience. Bref, V3, on regardera ça pour 2024, 2025 et au-delà, et puis pour le futur. Mathieu Napoli, créateur de Bref, le framework qui permet de déployer vos applications PHP en Java, AWS Hero et consultant. Merci Mathieu pour tes explications très claires, pour le temps que tu as passé avec moi et les auditeurs du podcast AWS en français. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast, et d'ici là, quoi que vous codiez en PHP, codez-le bien.